À mi-chemin entre l'hiver et le printemps, février plonge encore le jardin dans une douce léthargie. Mais ce n'est là qu'une apparence. Et oui, certains êtres se réveillent, d'autres sont restés en activité durant tout l'hiver. Nous verrons ça dans ce numéro, durant lequel nous irons aussi petit à petit remettre les mains dans la terre. Entrez, c'est ouvert! Remettre les mains dans la terre, ça c'est une belle idée, d'autant que ces derniers jours, les températures se sont réchauffées et que le soleil a refait son apparition. Bon, par contre ce n'était pas encore vraiment le cas pendant votre tournage, on est plutôt dans la pluie et dans le froid, mais cela ne vous a pas empêché de ramener de belles images et comme d'habitude de précieux conseils. Nous irons à Remeden sur la piste des animaux, nous partirons à la rencontre de Sébastien, un passionné d'arbres, qui nous invitera à contempler leurs silhouettes et à les redessiner. François, lui, nous parlera de la protection des arbustes fruitiers et Georges de la préparation des premiers semis. Vaste programme dans Entrée c'est ouvert. Accrochez-vous. Virginie, de ton côté, j'espère que tu as mis tes meilleures bottines parce qu'aujourd'hui, Damien t'attend dans le sud de la province de Namur, dans un parc naturel. Vous allez à la chasse aux traces d'animaux. C'est parti! Damien, on est ici au cœur d'une réserve naturelle de Natagora dont tu assures la gestion. Oui. Où se trouve-t-on exactement? Donc on est dans la réserve naturelle de la vallée de l'Hermeton, qui est une réserve qui se serpente tout au long du ruisseau l'Hermeton. Il y a des prairies, des zones bocagères, des zones inondées par le castor. C'est une réserve très sympa où il y a pas mal de choses à voir. Et alors on est ici aujourd'hui pour partir sur les traces des animaux sauvages, repérer un peu les empreintes qu'on peut trouver à gauche et à droite. Tout à fait. Et ici, notamment, il y en a assez bien d'empreintes de l'espèce sanglier qui vient se nourrir dans les prairies. Il passe d'une prairie à l'autre et on voit justement ici qu'il a créé une petite coulée ici, donc il y a des traces de pas. Donc la coulée, c'est le passage emprunté, c'est comme ça qu'on appelle ces petits chemins. Il y a des petites empreintes et puis alors on voit que le sanglier passe en dessous des fils barbelés et tout en passant, il s'arrache un peu quelques poils et on peut les retrouver accrochés là. Des gros poils drus de sanglier, en effet. Alors il va aussi se balader dans les prairies où il va chercher à manger, c'est ça? Voilà, il retourne la terre, il cherche des vers de terre, des petits bulbes à manger. Et voilà, il se plaît bien ici parce qu'il y a pas mal de biodiversité et donc pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et donc ici, Virginie, on est en présence d'une galerie de campagnols. C'est la sortie de la galerie. Le campagnol passe le plus clair de son temps, notamment en journée, à l'intérieur de sa galerie. C'est un petit rongeur, hein, voilà, le campagnol. Le campagnol, c'est un petit rongeur de cette taille-là, plus ou moins. Il y a plusieurs espèces. Donc en prairie, il se cache la journée, puis le soir ou la nuit, il sort et il commence à aller chercher à manger des petites feuilles d'herbe, etc. C'est ces petites crottes là qu'on voit. Et comme tu peux voir, quand il sort, il en profite pour se soulager. Donc c'est des petites crottes un peu comme de la forme d'un granulé de chocolat comme ça, avec plein de fragments de végétaux. Et donc les galeries sont reliées, il y a plusieurs sorties dans la prairie et une prairie peut héberger plusieurs familles de campagnols. Oui, c'est d'ailleurs un souci par moment, cette pullulation de petits rongeurs. Il y a des années où ça pullule assez bien. D'où la nécessité d'avoir des prédateurs naturels, comme le renard par exemple. Tout à fait. Le renard est un prédateur du campagnol qui permet de réguler les populations et plusieurs espèces de rapaces aussi. Le rapace, oui. C'est le seul petit animal de cette taille-là qui fait ce genre de choses et qui fait ce genre de crottes dans les prairies. Après, on peut aussi trouver des mulots, des souris, mais ce n'est pas des animaux qui creusent aussi bien. Donc c'est incroyable, depuis ce matin, en fait, on a déjà pu trouver plusieurs signes de la présence des animaux. Les coulées, donc ces petits chemins qui sont empruntés par les espèces, les déjections, les poils, les empreintes, etc. Et on les a trouvés assez facilement d'ailleurs. Et donc je vais t'emmener à un autre endroit pour aller en trouver d'autres. Ah super, c'est parti. Regardez, ici en se promenant en forêt avec Damien, on est tombé sur une couche de chevreuil. Et oui, ces petits mammifères aiment bien se préparer un lit pour dormir. Ils enlèvent une partie de la litière et ils viennent souvent se reposer au même endroit, hein, Damien. Oui, tout à fait. C'est un signe de présence qu'on peut reconnaître si on ouvre l'œil en forêt.
Et donc ce chevreuil a dormi ici. Et puis on peut remarquer aussi qu'il a laissé quelques crottes à cet endroit-ci. Donc des petites crottes bien cylindriques, assez sombres. Et il en a même profité pour manger un petit peu, puisqu'on voit ici sur la feuille de la ronce qu'il a grignoté certaines parties. Il y a même des endroits où il n'y a quasiment plus de feuilles. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des ronces en hiver, puisque ça constitue le principal de leur repas pendant la saison froide, ronces, bourgeons, etc. Ici, je t'emmène près d'un tronc de pin mort dans lequel un pic a creusé un trou, un pic et pêche. Un vieux trou. Oui, c'est un trou qui n'est plus trop utilisé, mais dans lequel le pic et pêche a fait son nid. Donc la femelle a pondu ses œufs et a élevé ses jeunes. Donc quand on l'entend marteler, là, tac, 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 c'est ce qu'il est en train de faire? Non, c'est pas au moment où il creuse le trou pour faire son nid. C'est un tambourinage plutôt territorial où il choisit une branche morte qui résonne très fort et qui lui permet de marquer son territoire. Comme quoi, il faut ouvrir l'œil et regarder partout, y compris en l'air. Alors Damien, on va te laisser ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Et nous, on va continuer à prendre de la hauteur avec notre autre invité, Sébastien Lezaca. Et surtout, on change de province, direction cette fois-ci le Hainaut, dans le petit village de Lomprey. On ne peut pas louper Sébastien, l'Indiana Jones de la sensibilisation aux arbres, et il a plein de choses à nous raconter là-dessus. Sébastien, on est ici au cœur du parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Oui, effectivement. Tu nous as amenés dans une charmante vallée, on entend le bruit du cours d'eau derrière nous. Toi, tu travailles au sein du parc, Oui. Tu travailles comme... Tout ce qui est sensibilisation. Voilà, tu sensibilises les citoyens à la beauté de la nature. Et je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous parce qu'on va parler de l'arbre en hiver. Et si on parlait de celui-là? On peut parler de celui-là, mais on oui. s'est arrêté à côté de lui, pas par hasard. Il est absolument magnifique. Parce qu'en fait, en hiver, qu'est-ce qui se passe? On croit tous que l'arbre dort, qu'il ne se passe plus rien, mais ce n'est pas le cas, Sébastien. En fait, en hiver, il s'arrange pour ne pas souffrir du froid. Ouais. Et comme nous, on met des pulls, on met des doubles chaussettes, ben lui, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'arranger pour ne pas geler. Il ne doit pas geler parce qu'à partir du moment où il gèle, la sève va dégazer. Et il va y avoir de l'oxygène, de l'air qui va se mettre dans ces tuyaux. Et là, c'est ce qu'on appelle l'embolie. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il laisse venir l'embolie, en fait. Et au printemps, il va envoyer de l'eau avec une certaine pression pour venir reboucher, si on veut, le trou qui est fait par l'air. Ouais. Ou bien, il va absorber plus d'eau à un endroit dans ses tuyaux, dans ses vaisseaux de sève, pour faire à cet endroit-là aussi monter la pression, et bang, envoyer l'eau, boucher les... Incroyable. On n'imagine pas en fait tout ce qui peut se passer là sous l'écorce. On ne s'imagine pas. Alors, il y a quelque chose qui est frappant en hiver, comme les arbres ont perdu leur feuillage, on peut distinguer beaucoup mieux leur structure, leur silhouette. C'est assez graphique d'ailleurs. On peut les connaître, parce que quand on les voit comme ça, on peut se dire, ah, on peut les reconnaître, et puis on peut se dire aussi, ah ben tiens, quelle est sa vie? L'arbre fait voir son temps, c'est vraiment ça, c'est toute une histoire qui est écrite, et on peut voir aussi quelle est sa maturité sexuelle, où est-ce qu'il en est dans sa vie là-dessus. D'accord. Même parfois son état de santé, là parfois il a besoin des feuilles, mais ça dépend. Ok, génial. Et toi, en fait, les arbres, tu les regardes aussi avec ton cœur, Sébastien. Non, d'abord avec mes yeux. Oui, ça je sais, mais tu as une approche quand même aussi un peu différente de l'art contemplatif, un peu artistique aussi. Ah oui, ben, plutôt de l'observation. Alors, c'est artistique si tu veux. Mais regarde, j'ai justement, par hasard, en fait, j'ai tout le temps avec moi, et là, je dessine ce qui se passe quoi, dans la forêt, ce qu'on voit. C'est beau. Alors, il y a toujours des histoires d'arbres. Il y a toujours bien un sanglier ou un écureuil qui traîne. Magnifique. Regarde là, par exemple, tu as la flûte de pique. Ça, ce sont tous des trous de pique qui sont l'un en-dessous de l'autre et qui font une flûte. On en a vu ce matin des trous d'ailleurs avec Damien. Ben voilà. Ici, des bénitiers qu'on appelle les dendrotènes, enfin toutes sortes de dendro-micro-habitants, on appelle ça. Magnifique, c'est vraiment un carnet de terrain qui permet d'amasser toutes tes connaissances au fil de tes balades. Plus que des connaissances, ce sont des observations, et des histoires de vie. Oh, magnifique. C'est plutôt ça. Chouette. Bah oui. Tu nous ferais pas un petit croquis là? Mais justement, je me disais, allez là tu viens, là bon, on va quand même faire quelque chose. Alors j'ai quelques... Le hasard fait bien des choses. Ce matin, je ne sais pas pourquoi. Tu t'es dit? Je me suis dit, ah ben tiens, je prendrais bien un deuxième carnet. Tiens. Allez, hop, au travail. Quelle coïncidence. Et ça tombe bien, j'ai pris ici un... Oh là là, carrément. Allez, choisissez votre arme. Le matériel. Et puis j'ai tous les crayons de couleur et tout. Et je te propose
peut-être faire sa connaissance. Oh oui, c'est une bonne idée. Il est tellement beau. Bon, ben, par contre, on va devoir prendre du recul, hein, parce que pour le reconnaître, d'ici, ça va pas aller. Allez, ben, on y va, on va essayer ça. Allez. Bon Seb, là on est parti pour quelques minutes, voire quelques heures, on verra bien. Plutôt des heures. En tout cas, je t'encourage à tester l'expérience parce que c'est absolument magique. Des heures, on n'a pas tout ce temps, nous. Bon, on vous laisse un peu de répit et de contemplation pour s'intéresser à d'autres arbres, des plus petits, cette fois, les arbres fruitiers. Ah oui, vous voyez, François est déjà au travail. Son idée, c'est de les protéger parce que oui, malgré les nouveaux rayons du soleil, le danger de l'hiver, il est toujours là. Bonjour Sébastien, donc on est toujours ici en période hivernale et aujourd'hui je vais donner plusieurs conseils pour donner des soins appropriés aux arbres. Donc un des premiers conseils est d'appliquer donc un lait de chaux, donc il s'agit en fait d'un blanc arboricole, donc d'une solution prête à l'emploi que l'on peut appliquer sur le tronc des arbres. Donc le but est d'assainir l'arbre, notamment pour diminuer la présence des spores de champignons et de bactéries. Ça va être le premier effet. Et ensuite, on va diminuer aussi la quantité de ravageurs, parce que les ravageurs comme les pucerons, les acariens ou encore les carpocaps pondent des œufs. Et le blanc arboricole va créer une barrière physique qui va colmater et empêcher leur développement. Un autre conseil, François ? Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de donner un petit coup de boost en vue du développement de nos fruitiers ? Mais au niveau du sol cette fois. Mon deuxième conseil concerne aussi l'utilisation de la chaux, mais ici plutôt que d'utiliser un blanc arboricole sur le tronc des arbres, je vais utiliser une algue marine. Donc une algue marine est en fait une chaux à base de carbonate de calcium qui va désacidifier les sols, donc qui va remonter le pH du sol. Cela est intéressant notamment dans les arbres fruitiers, mais aussi dans le potager pour permettre une meilleure absorption des engrais par la suite et un meilleur développement des arbres. Donc pour ce faire, je vais me munir d'un épandeur qui va faciliter donc l'application des algues marines sur le sol autour de la rangée d'arbres. Et puis, en renforçant la structure du sol, on va indirectement lutter contre la prolifération de la mousse. Merci François. Bon, on va essayer de retrouver Virginie. Fini de dessiner, on retourne dans le concret, au milieu des plantes. En février, la star du jardin, c'est sans aucun doute le perce-neige. Cette jolie petite fleur délicate qui est l'une des rares à percer le manteau neigeux et à braver le froid. Et puis à nous donner une petite touche d'espoir, elle nous annonce que le printemps n'est plus très loin. Cette petite fleur qu'on appelle aussi clochette d'hiver ou goutte de lait est composée de 6 pétales, enfin plutôt 6 tépales, puisque les fleurs, si vous avez déjà regardé une fleur de tout près, on voit parfois des petits pétales verts qui entourent la fleur, on appelle ça des sépales. Et quand les sépales et les pétales ont la même couleur, ça devient des tépales. Voilà, c'est un peu technique, mais... Et puis alors au milieu, eh bien, il y a les petites étamines jaunes, absolument magnifiques. C'est une fleur d'une délicatesse incroyable. Alors ce petit perce-neige, il faut le planter en automne, on plante les bulbes en automne. Ils aiment les endroits ombragés, en dessous d'une haie, d'un buisson, d'un arbre, etc. Des sols riches, humides, riches en humus. Et puis, ce qui est très très important, c'est de ne pas couper le perce-neige trop rapidement après sa floraison. Il faut bien attendre que ses feuilles deviennent jaunes, parce que c'est durant toute cette période où le bulbe va se nourrir de tous les nutriments dont il aura besoin pour redonner une jolie fleur l'année suivante. Donc le perce-neige est une fleur qui au départ n'est pas indigène, mais qui se naturalise très facilement au jardin. Elle apprécie les endroits ombragés, les sols humides, bien frais. Et alors, ce qui est aussi très très beau avec cette fleur-là, c'est qu'il y a plusieurs légendes à son sujet, et notamment une légende qui dit que au paradis, Adam et Ève étaient là dans le froid, Ève était dans la tempête de neige, elle pleurait tellement qu'elle était mal, et un ange a transformé ses larmes en perce-neige pour lui donner l'espoir en lui disant que le printemps allait bientôt arriver. Et il y a plein d'autres légendes de ce type-là autour de cette petite fleur.
Dernier petit détail super sympathique, c'est qu'en fait, les perce-neige se disséminent grâce aux fourmis. Et oui, la fourmi qui va chercher la graine du perce-neige à la fin du mois de mars. Petite graine qui est munie d'une excroissance dans laquelle la fourmi va trouver des protéines, des acides aminés qu'elle va emmener dans sa fourmilière pour nourrir ses larves. Et puis quand elle a mangé ce qu'elle voulait de la graine, elle rejette le reste en dehors de la fourmilière et ça participe ainsi à la propagation de cette jolie petite fleur. Le perce-neige sort le jardin de sa torpeur hivernale, sa floraison réconfortante portant les promesses du printemps. Ce n'est pas le moi, mais c'est beau. Et surtout, c'est pour illustrer que beaucoup de poèmes et de chansons mentionnent le perce-neige comme une fleur d'espoir et de promesses. Toujours agréable donc de les contempler. Des promesses, Georges en est plein lui aussi. Et surtout, de celles de redonner vie à notre potager. N'est-ce pas Virginie ? Bonjour Georges. Bonjour Virginie. Ça va ? Ça va et toi ? Mais ça va bien. Ouais. Je suis étonnée de te voir travailler par ce temps. Ben oui, le sol commence à se ressouiller, donc j'en profite pour biner le fraisier. On ne sait rien faire d'autre. Hein. Bah non. Faut pas oublier, le 2 février, l'hiver meuble reprend vigueur. Or, c'est la température du sol qui va guider les travaux dans le potager. Oui. Aussi, en attendant, ben moi je travaille à l'intérieur. Et tu fais quoi ? Ben, je fais des semis que je vais piquer plus tard. Ah, ça m'intéresse ça. Ça t'intéresse ? Allez, viens, on va aller voir. Ah, Alors. chouette. Voilà Georges, tout le petit matériel nécessaire au semis. Oui. Parce que je vois que Oui. tu as déjà bien commencé en fait. Oui, j'ai déjà très brûlé. Bon, je sème toujours très tôt, moi, parce que c'est des légumes qui poussent très lentement. Donc, c'est dit en janvier, le 16 janvier, j'ai semé des choux-fleurs 4 saisons. Qui sont déjà... Qui sortent déjà, oui, parce que ça germe assez vite. Hein. Le chou-fleur, ça germe assez vite. Voilà. Alors, des céleris. Des blancs, des verts, des raves. Des raves, des tomates hâtives et des poireaux d'été. Ok. Voilà. Et alors, pourquoi tu plantes ça le 16 janvier ? Ah ben parce que nous sommes en lune montante, ce qui favorise évidemment l'enlevé, la germination. Or, moi, j'aime bien travailler avec la lune maintenant. Travail qui va avec la lune. Oui, oui, c'est ça. Toi, c'est ton petit plus. C'est mon petit plus. Si vous ne voulez pas tenir compte, c'est votre problème. Donc, lune montante, ça veut dire que tu peux semer entre le 16 et le 22. Et là, je pouvais semer entre le 10, et le 22. 22 janvier. C'est la lune qui monte à l'horizon. Ça n'a rien à voir avec la phase d'éclairement. Hein. Et alors, l'autre paramètre, enfin, l'autre élément important... C'est de noter ce qu'on fait. Comme ça, je sais à quelle date j'ai semé et je sais les variétés que j'ai semées. Parce qu'il y a des gens, ils sèment et puis non, dans la chaise, ça ne pousse pas, ça ne pousse pas. Alors, si je prends le céleri, il faut une vingtaine de jours avant qu'il germe. Donc, inutile de courir, quoi. Il suffit d'attendre. Et il faut tout bien noter pour tout retenir. Voilà. Alors, justement, pour semer, on va faire un peu de place. Ah oui, parce que moi, j'ai aussi... pour toutes ces petites graines à repiquer, je sème toujours des graines à graines. Ici, tu m'as apporté une petite enveloppe avec des graines de salade. Oui, c'est la Lortois, une vieille variété namécoise. C'est ça, ici. Voilà. Ok. Et quand je fais une graine à graine, et je sème au cure-dent, tu vois, on prend une graine, voilà, on met dans le pot. La suivante, je vais mettre 4 graines. Tu déposes juste, on peut peut-être juste montrer... On la dépose. Tu la déposes, elle est quoi, à 2 mm là dans la terre? 2 mm à peu près, Pas plus profond? Non. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser pousser. Hein. Et tu en mets combien comme ça dans un petit pot? Oh, mais j'en mets 4. Hein, les salades en été, moi j'en mets plus que 10 à la fois. Hein. Le temps qu'elles poussent. Le mois suivant, j'en sème 10, on a le temps de les manger entre-temps. Ah oui. Ça met 50 salades d'un coup, puis on en a 50 à manger en une semaine, ça ne va plus. Hein. Ah non, on ne s'en sort pas. Et donc là, tu as mis les petites graines dans la terre, et puis tu fais rien d'autre? Après, je sais, j'avais marqué. Mais tu n'arroses pas? Si, hein. Quelques gouttes d'eau. Ici, ça n'est pas sec, donc il n'y a pas de problème. Quelques gouttes d'eau, c'est d'en mettre trop, on va noyer. De l'eau dans la sous-tasse. Et puis, la salade n'aime pas trop la chaleur. Donc, elle, je vais la mettre dans une pièce où il ne fait pas trop chaud. Donc, ça va pouvoir germer à son aise. Et tu ne tasses pas du tout? Bon, ça ne vaut pas la peine. Par contre, tu vois, le céleri, lui, il a besoin de beaucoup de chaleur. Ouais. Donc, je le mets sur le radiateur parce que lui, il faut 20 degrés pour germer. Il ne faut pas oublier, c'est la température qui va guider la germination. Et ça varie d'une espèce à l'autre. Et puis à un moment donné, toutes ces petites pousses seront prêtes à être replantées en pleine terre. En pleine terre. Et là aussi, ou ça parfois, dépend. un piquage intermédiaire, ça dépend. Ok, chouette. Bon, ben voilà, on reviendra quand alors pour faire ça? Oh, ben, au mois de mars. Au mois de mars, on a besoin de rendez-vous au mois de mars pour la suite de l'aventure des semis printaniers. Le rendez-vous est pris.
En attendant, pas de répit. On vous propose une séquence bricolage, un do-it-yourself. On vous parlait de la nourriture et des oiseaux le mois passé. On continue avec les oiseaux, mais ce mois-ci, nous les accueillons au jardin pour leur nidification. D'ici quelques semaines, les oiseaux commenceront à chercher un gîte ou construire leur nid. Et oui, le printemps approche à grands pas. On peut leur donner un petit coup de pouce en construisant des nichoirs installés au jardin. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser un nichoir pour mésanges, mais pas n'importe quelle mésange, la mésange bleue. Alors ce sont des oiseaux cavernicoles, c'est-à-dire qu'au départ, ils nichaient dans les falaises ou dans les cavités naturelles, des vieux arbres par exemple. Mais comme notre environnement est de plus en plus aseptisé et que les oiseaux ont de plus en plus de difficultés à trouver ces lieux où s'installer, eh bien, on peut compléter l'offre en réalisant des nichoirs soi-même. Alors pour réaliser ces nichoirs qu'on appelle nichoirs boîte aux lettres, comme celui-ci, il vous faut une planche de 15 cm de large sur 1,50 m de long minimum, une scie avec une cloche pour faire le trou d'envol, une scie sauteuse pour couper les planches, des vis de 3,5 cm de long et enfin crayon et latte. On va commencer par mesurer les différents côtés de notre nichoir dans la planche. Alors, le fond mesure 26 cm. Et vous continuez comme ça pour les différents côtés. Alors attention, les nichoirs sont un petit peu orientés vers le bas. Donc ici, on garde le 26 cm, même longueur que le fond. Et devant, on coupe à 24 cm et demi. Ensuite, on coupera le fond du nichoir, qui fera 17 cm. Et puis le toit, qui lui fera 22-23 cm. Et l'avant, évidemment, 24 cm et demi également. Une fois que vous avez mesuré les différents morceaux de votre nichoir, eh bien, vous pouvez les scier. Voilà, une fois que vous avez coupé les différents morceaux du nichoir, vous pouvez donner un petit coup de papier à poncer sur les bords pour ne pas que l'oiseau se blesse éventuellement. Voilà, alors... On peut à présent commencer à assembler. Alors vous commencez par prendre le dos, qui fait donc 26 cm de long, et vous venez attacher une des planches latérales. Veillez à mettre le côté le plus bas vers l'avant du nichoir, et vous pouvez visser 3 vis dedans pour que ça tienne bien. Voilà, une fois que vous avez mis votre premier côté, eh bien vous mettez le deuxième. Voilà, et ensuite vous venez mettre le fond du nichoir. Alors, les mesures du fond, un petit rappel, 17 cm de long sur 13 cm de large. Et vous venez l'insérer à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous installez la face avant du nichoir. Mais au préalable, il va falloir faire le trou d'envol. Alors attention, pour la mésange bleue, c'est 28 mm. Pour la mésange charbonnière, c'est un peu plus, 32 mm. Et pour ça, vous prenez une cloche du bon diamètre. Alors le trou d'envol, ne le faites pas trop bas dans le nichoir. En général, on le met à peu près à 3 cm du bord. Donc je vais le faire plus ou moins ici. Une fois que vous avez réalisé votre trou d'envol, vous pouvez redonner un petit coup de papier à poncer pour ne pas que la mésange se blesse en entrant dans son nichoir. Et puis, il vous reste à refermer le nichoir avec la partie avant. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre le toit de votre nichoir. Alors vous voyez qu'il dépasse un petit peu pour protéger l'oiseau du vent, du soleil, des intempéries. Et voilà, un petit nichoir boîte aux lettres pour une mésange bleue qui sera bien contente d'avoir un abri. Alors n'oublions pas, c'est super important que le nichoir ne résout pas toute la problématique de l'accueil des oiseaux au jardin. Le premier habitat pour nos amis volatiles, c'est évidemment l'habitat naturel, donc les vieux arbres qui leur offrent des cavités, ou le bâti ancien qui leur offre aussi des petits trous dans les murs, etc. Donc essayons aussi d'aménager nos jardins, nos espaces verts pour leur laisser un maximum de place. C'est la meilleure manière de les aider sur le long terme en tout cas. En attendant, vous pouvez réaliser ces nichoirs et les installer à 2 mètres de haut minimum, orientés sud-sud-est,
à l'abri des prédateurs et puis profiter du magnifique spectacle de ces petits oiseaux qui viendront y faire leur nid. Oui, enfin, on te laisse d'abord faire tes finitions en rajoutant notamment une bonne couche d'huile protectrice, de l'huile de lin par exemple. Merci Virginie. Merci à tous tes intervenants pour cette émission riche en conseils et en bonnes pratiques. Je suis sûr que cela promet de bons moments au jardin pour nos téléspectateurs. Vous n'êtes pas d'accord ? Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et n'hésitez surtout pas à retrouver tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. À tout bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner 3 litres de blanc horticole, un produit efficace pour la protection de vos arbres fruitiers et vos arbustes d'ornement. C'est en fait un lait de chaux prêt à l'emploi, une action préventive afin de lutter efficacement contre les dégâts du gel. Pour gagner ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le surnom du perce-neige ? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!